Donc, je vais me charger de la partie plutôt habitabilité des systèmes extrasolaires. Et je vais essayer de vous montrer que cette question est beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît à première vue. Donc, remontons un petit peu le temps et arrêtons-nous à l'époque de l'Antiquité, où la question de la pluralité des mondes taraudait déjà les esprits et divisait notamment les philosophes grecs. Donc, selon Épicure, l'univers est infini, de même les mondes sont en nombre infini, aussi bien ceux qui ressemblent aux nôtres que ceux qui en diffèrent. Donc pour lui, la question ne se posait pas, évidemment, qu'il y avait une infinité de mondes. Mais le grand dominant à l'époque, c'était le géocentrisme d'Aristote, selon lequel la Terre est le centre de l'univers. Et dans toute figure géométrique, il ne peut y avoir qu'un seul centre, et donc la Terre avait un caractère unique. Et il a fallu attendre le XVIe siècle avec la révolution copernicienne pour que ce caractère unique ne soit plus présent dans les modèles astronomiques, puisqu'on s'est rendu compte que la Terre était simplement une planète comme un autre corps en révolution autour du Soleil. Donc ici, c'était l'illustration que Valérie voulait vous montrer avec le son, j'imagine, avec le Soleil au milieu et tous les corps qui tournent autour. Alors, cette révolution copernique a également initié de nouvelles réflexions philosophiques. Et un personnage qui est souvent, à qui on attribue souvent ces réflexions, c'est Giordano Bruno, mais c'est évidemment pas le seul à l'époque, mais ses écrits sont assez explicites. Il écrit notamment qu'un nombre infini de soleils existe, un nombre infini de terres tourne autour de ces soleils, comme les 7 planètes tournent autour de notre soleil. Donc pour lui, la question de l'existence d'autres mondes n'a pas à être débattue, mais il va même beaucoup plus loin, car pour lui, il explique déjà que ces mondes doivent être accompagnés de vie. Donc il écrit ainsi, car il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre ou encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables ou même supérieurs. Donc pour lui, la vie allait de pair avec l'existence de ces nouveaux mondes. Donc on a dû attendre le XXe siècle pour avoir les premières détections de planètes extrasolaires. Et comme Valérie vous a présenté, le nombre de planètes détectées actuellement explose. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est que, outre les 1900 planètes qu'on a détectées actuellement, on a dans nos bagages 471 systèmes planétaires multiples, c'est-à-dire des systèmes planétaires qui comportent au minimum 2 planètes. Donc on a 471 systèmes à comparer avec notre système solaire. Alors, juste pour remettre les choses dans leur perspective, ici vous avez, en juin 2012, une représentation de toutes les planètes plus ou moins à l'échelle de leur masse. Et le petit carré ici, c'est le système solaire. Donc voilà, nous sommes un petit point parmi beaucoup d'autres, et c'était qu'en juin 2012. Maintenant, le graphe serait déjà beaucoup, beaucoup plus grand, et dans le futur, il sera beaucoup, beaucoup plus grand. Donc ça nous remet un petit peu à notre place. Alors, ce qu'on pensait découvrir, bien sûr, ce sont des jumeaux du système solaire. Donc Valérie vous a expliciter les différences entre les planètes telluriques qui sont vraiment denses, rocheuses, avec des surfaces qui sont solides, donc qui permettent l'établissement d'une vie, et les planètes géantes qui contiennent vraiment des atmosphères très importantes, qui sont peu denses et avec des corps rocheux, mais qui sont enveloppés d'hydrogène sous forme liquide ou sous forme gazeuse. Donc c'est vraiment des corps qui sont plutôt inaptes à la vie, en tout cas la vie terrestre. Et ces corps sont tellement grands qu'ils ont besoin de beaucoup de matériaux pour être constitués. Donc on dit qu'ils sont constitués derrière ce qu'on appelle la ligne des glaces. Puisque si on est en deçà de la ligne des glaces, on a moins de matériel puisqu'il est sous forme de gaz, et donc on n'arrive pas à former de tellement grosses planètes. Donc Jupiter est 318 fois plus massif que la Terre. Donc vous voyez bien que les figures ne sont pas à la bonne échelle. Alors, regardons maintenant leur orbite en tant que telle. La première loi de Kepler explique que chaque planète décrit une trajectoire elliptique dont le Soleil est à un des foyers. C'est ce qu'on voit ici dans ce diagramme. Et on utilise classiquement 2 quantités pour donner la forme de cette trajectoire elliptique. Donc d'une part, on utilise ici ce qu'on appelle le demi-grand axe, qui est somme toute similaire au rayon d'un cercle, sauf qu'ici c'est un peu plus allongé, donc c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe. Et l'autre élément, c'est l'excentricité. Donc l'excentricité va vous donner une idée de l'élongation de votre orbite. Si vous êtes à une excentricité plutôt proche de 0, vous aurez une orbite circulaire, et plus vous vous éloignez de 0, plus votre orbite va être allongée.
Alors, si on regarde ces paramètres pour les planètes du système solaire, donc d'abord le demi-grand axe, Valérie vous a expliqué que la Terre est à 1 unité astronomique et à une période de révolution de 1 année, et Jupiter est à 5,2 unités astronomiques avec une période de révolution de 12 ans. Donc ce sont les périodes typiques à laquelle on va comparer nos futures découvertes. Alors, concernant les excentricités, il faut se rendre compte que les excentricités de toutes les planètes du système solaire sont très faibles. Toutes les orbites sont quasi circulaires, inférieures à 0,1, excepté pour Mercure. Mais donc vraiment des orbites très circulaires, mais aussi des orbites très coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dans un même plan de référence qu'on appelle le plan de l'équiliptique. Et elles ont des faibles inclinaisons par rapport à ce plan. Donc orbite circulaire, quasi-circulaire, orbite quasi-coplanaire. Alors maintenant, partons à la quête des nouveaux mondes. Et plusieurs bases de données sont à vos dispositions sur Internet, par exemple exoplanète.eu, où vous pouvez voir presque quotidiennement les nouvelles planètes qui ont été découvertes, donc les 1849 et les 471 systèmes planétaires multiples. Il y a moyen de se tenir informé des découvertes jour après jour. Alors, Valérie a bien insisté sur le fait qu'on n'observait pas ces nouveaux mondes, mais qu'on les détectait. Enfin, dans certains cas, on arrive à observer, mais la quasi-totalité, ce sont des détections indirectes, par des méthodes qui sont indirectes, méthode des vitesses radiales, méthode des transits. Ce qui veut dire qu'on n'a pas accès à toute l'information. Donc on doit faire avec ce qu'on a. Et en particulier, il y a deux quantités qui nous font défaut. D'une part, en ce qui concerne les masses, elles ne sont pas tout à fait bien contraintes, dans le sens où par les vitesses radiales, on n'aura que des masses minimales. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que la composante de la vitesse qui est dans notre ligne de visée. Donc on n'a accès qu'à une partie de l'information. Ce sont des masses minimales. Et pour le transit, comme Valérie l'a expliqué, on ne trouve pas la masse, mais on trouve le rayon. Encore faut-il être sûr de la loi qui relie les masses et les rayons. Donc ça, c'est pour les masses. Et il y a également l'inconnu sur les inclinaisons. Pourquoi? Parce que par les vitesses radiales, lorsqu'on découvre deux planètes autour d'une même étoile, on n'a aucune idée si leurs plans orbitaux sont coplanaires ou inclinés. Pour le moment, on ne sait pas. La seule façon d'avoir plus d'informations, c'est de pouvoir coupler ensemble plusieurs méthodes de détection pour essayer de contraindre au mieux le système. Alors, sur les éléments qu'on découvre, évidemment, il faut imaginer aussi qu'il y a des erreurs. Et dans les modèles dynamiques, il faut prendre ces erreurs en compte, puisqu'un petit changement peut influencer à grande échelle la destinée d'un système. Et de même, le nombre même de planètes d'un système, au jour d'aujourd'hui, est assez difficile à déterminer, puisque si les planètes sont trop petites, on ne sait pas qu'elles sont là. Donc on n'en connaît qu'un certain nombre, et parfois elles sont dans certaines configurations qui font que dans le signal, elles sont indétectables. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'étudier les systèmes extrasolaires avec la même précision que les systèmes solaires. On peut juste réaliser des études statistiques des systèmes extrasolaires. Et lorsqu'on fait ce genre d'études statistiques, ben voilà, on représente chaque planète détectée par un point dans un diagramme, où ici j'ai donc ce que j'ai appelé le demi-grand axe de mon ellipse, et ici j'ai les masses minimales, en tout cas les masses des corps qu'on a détectés. Donc en rouge, c'est la méthode des transits, et en bleu, c'est la méthode des vitesses radiales. Donc vous voyez que les points représentent assez bien, en tout cas couvrent assez bien tout l'ensemble du diagramme. Et donc, vraiment, le mot principal des systèmes extrasolaires, c'est la diversité. On ne s'attendait pas à avoir une telle diversité. Bon, malgré tout, on peut quand même essayer de classer un peu les éléments et de détecter donc déjà une première catégorie de planètes qui sont les analogues à Jupiter. Donc ici, j'ai représenté Jupiter et ici, j'ai représenté la Terre, pour que vous ayez une idée du positionnement des planètes qui vous sont familières. Donc Jupiter, donc on a découvert, vous voyez, pas mal de Jupiter, donc de planètes semblables à Jupiter, mais on en a aussi découvert qui ont une masse supérieure. Et alors ça, c'était pas spécialement attendu dans le sens où déjà créer une Jupiter, ça veut dire dans le disque où la planète s'est formée, avoir déjà beaucoup de gaz à sa disposition. Donc ici, ça voudrait dire qu'on a besoin de travailler avec des disques qui sont encore plus massifs. Donc ça, c'était déjà pas attendu, on ne s'attendait pas à trouver des planètes de 5, 6, 7 ou 8 masses de Jupiter. La deuxième catégorie, donc, Valérie vous a introduit les Jupiter chauds. Donc ce sont des planètes analogues à Jupiter, donc de masse semblable à celle de Jupiter, vraiment proches de leur étoile. Et quand je dis proches, ce sont des périodes de révolution autour de l'étoile de seulement 3, 4 ou 5 jours. Donc c'est réellement très proche, donc comme leur montre cette image, vous vous rendez compte que vous êtes très très proche. Alors, point de vue du climat, mais les Jupiters qui sont loin de leur étoile, on vous a expliqué que l'enveloppe de gaz
et le fait que l'hydrogène était sous forme liquide, etc., ce ne sont pas des conditions propices pour notre forme de vie. Pour les Jupiters chauds, vous pouvez remarquer également qu'on est très très proche. Donc, autour des étoiles de type solaire, il en est, ce serait vraiment inimaginable. Peut-être autour d'autres systèmes plus faibles, mais vous allez voir dans un instant que ce n'est pas si facile. Alors, première détection, un Jupiter chaud. Résultat, notre conception de formation des systèmes planétaires est mise à mal. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué qu'un Jupiter chaud un Jupiter demande tellement de matière qu'il doit s'être formé derrière la ligne des glaces. Mais on les a trouvés très très proches et on sait qu'il n'y a pas assez de matière à cet endroit-là. Donc, il a fallu que d'une façon ou d'une autre, il migre jusqu'à l'étoile. Donc, le maître mot, puisque la formation in situ est impossible, il a fallu qu'il y ait une migration causée vraisemblablement par le disque de gaz, qui ait poussé cette planète à cet emplacement-là. Mais la question est loin d'être résolue. Pourquoi ces planètes se sont arrêtées à 3 jours, enfin dans une orbite 3 jours autour de leur étoile? Pourquoi elles ne sont pas tombées dedans? Quel mécanisme les a arrêtées? C'est toujours une question qui est débattue. Pourquoi est-ce que dans notre système solaire, on n'a pas de Jupiter chaud? Pourquoi est-ce différent? Donc ce sont toutes des questions auxquelles on s'intéresse et qu'on essaye de répondre au quotidien. Et puisque la migration est apparemment très importante dans les systèmes extrasolaires, c'est sûrement qu'elle devait aussi être importante chez nous. Et c'est pour ça que de nouvelles théories d'évolution du système solaire ont vu le jour ces dernières années. Et c'est ce qu'on a vu dans le premier cycle, dans le cours du premier cycle, avec Alessandro Morbidelli, qui nous a présenté les 2 derniers modèles d'évolution du système solaire, la grande virée de Bohr et le NICE modèle, le modèle de NICE, qui explique justement le positionnement des planètes du système solaire, mais en se basant sur ces migrations, dû à des disques de gaz ou dû à des planétésimaux. Alors, on pensait avoir plus ou moins compris l'emplacement des Jupiters chauds, et puis on a réussi à observer un effet qui s'appelle l'effet Rossiter-McLaughlin. Alors cet effet nous apporte la connaissance de l'inclinaison de l'orbite de la planète par rapport au plan qui est normal à l'axe de rotation de l'étoile. Donc on s'attendait à ce que les planètes soient en révolution dans l'axe, comme on dit classiquement l'écliptique, donc dans l'axe perpendiculaire à l'axe de rotation de l'étoile, et on a trouvé que cet angle n'est pas d'office comme ceci, mais peut vraiment être fortement incliné. Et ça, avec les migrations, ce n'est pas tout à fait conciliable, puisque normalement, la planète évolue dans le disque et elle s'approche tout à fait naturellement, comme dans le système solaire. Donc ça, c'est encore quelque chose qui doit être étudié. Bon, il y a des solutions, on parle des interactions entre planètes, des planètes-planètes scattering, de la migration de Kozai, etc. Mais donc, ce sont tous des sujets qui sont débattus et qui sont étudiés à l'heure actuelle. Alors revenons maintenant au climat. Cette planète, en tout cas on va étudier plus en particulier un Jupiter chaud, c'est le HD 209458, puisque c'est celle, en tout cas une qu'on a le plus contraint, dont on connaît le plus d'informations. Notamment, on sait qu'elle a la présence d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, etc. dans son atmosphère, et que l'atmosphère s'évapore. Donc petit à petit, le gaz est soufflé par la pression de radiation de l'étoile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelée planète, qu'elle est surnommée planète Osiris, puisque les planètes extrasolaires n'ont pas de nom actuellement. Elle est surnommée Osiris, puisque c'est le dieu égyptien dont le corps a été mutilé et dispersé aux 4 coins de l'Égypte pour qu'il ne puisse pas revenir à la vie. C'est un peu pareil. La planète se fait petit à petit éjecter, en tout cas l'atmosphère se fait petit à petit éjecter de la planète. Alors, ça a d'ailleurs conduit certains scientifiques à supposer l'existence de planètes chtoniennes, c'est-à-dire des corps rocheux qui seraient au départ des géantes gazeuses, mais dont toute l'atmosphère se serait évaporée au cours du temps. Alors, revenons au climat de ce genre de planète. Alors, le fait qu'elles soient si proches de leur étoile font que les effets de marée sont importants. Et un des résultats possibles, c'est la rotation synchrone. Ça veut dire que la planète fait une fois sa rotation sur elle-même, pendant le même temps qu'elle fait une fois la révolution autour de l'étoile. C'est comme la Terre et la Lune, c'est le même principe. Mais donc ça veut dire qu'il y a une face de la planète qui est constamment illuminée et une face qui est constamment dans l'ombre. Donc, si on extrapole un petit peu ces conditions en termes de température, on pourrait imaginer un côté à 1500 degrés et le côté sombre qui n'aurait que 600 degrés. Donc vous voyez bien qu'il doit y avoir des vents violents de plusieurs milliers de kilomètres pour essayer d'homogénéiser tout ça. Donc ce n'est pas vraiment le genre de planète qui nous intéresse lorsqu'on cherche de la vie terrestre. Donc il faut arriver à la 3e catégorie qui va être plus intéressante, la catégorie des super-terres. Alors les super-terres, le nom est un petit peu
peut prêter à confusion, comme Valérie vous l'a expliqué, puisque elles ont de super-Terre uniquement le fait qu'elles sont un peu plus massives que la Terre. C'est 2 masses terrestres, 3, 4 ou 5 masses terrestres. Ce sont des planètes plus massives. Mais par contre, rien ne dit qu'elles ont la composition de la planète Terre. Donc c'est ça il faut vraiment être prudent lorsqu'on parle des super-Terres, et dans le futur, on espère avoir des planètes encore moins massives, et donc des terres dont on pourra discuter. Pour l'instant, il faut se limiter aux super-Terres. Et les super-Terres qui ont la capacité d'être dans des systèmes très très compacts. Alors voilà, elles existent, mais il faut imaginer que des planètes qui sont encore plus massives et encore plus proches les unes des autres, dynamiquement parlant, pour avoir des conditions qui font que ce système soit stable sur le très long terme, c'est pas si évident. Ça veut dire qu'elles ont réussi à se former de cette façon-là, et que si elles s'étaient formées un tout petit peu différemment, on n'aurait pas observé du tout le même système, puisque elles sont très proches les unes des autres, donc elles ont vraiment des très fortes interactions les unes entre elles. Alors, regardons les excentricités maintenant de ces planètes. Donc je vous rappelle, pour le système solaire, elles sont toutes quasi proches de zéro. Vous voyez les orbites circulaires ici. Pour les systèmes extrasolaires, représentés en rouge, donc quelques prototypes, vous remarquez tout de suite que les orbites peuvent être très allongées. Ça, ce n'était pas du tout imaginé. Et lorsqu'on prend le diagramme de toutes les excentricités qu'on a découvertes, de nouveau pour les mêmes demi-grands axes que ceux présentés avant, vous vous rendez compte que les valeurs peuvent être proches de 0 comme proches de 0,8. C'était tout à fait inattendu. Heureusement, lorsqu'on est trop proche, très très proche de l'étoile, il y a quand même les effets de marée qui agissent, et donc la circularisation des orbites à courte période. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des excentricités très faibles lorsqu'on est proche de l'étoile. Mais partout ailleurs, il faut considérer qu'il est possible que les planètes aient des orbites excentriques, enfin qu'il est sûr même que les planètes aient des orbites excentriques. Et là aussi, il a fallu concilier les modèles de formation avec ces planètes excentriques, puisqu'elles n'étaient pas du tout attendues. Je vous ai dit qu'à la fin du modèle, puisque toutes s'est formées par l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire géant, et qu'après les planètes sont vraiment formées par accrétion de poussière, collision, dans tout ce disque de gaz, on s'attendait à avoir des orbites coplanaires et des orbites circulaires. Donc à nouveau, les modèles sont mis à mal, et il faut arriver à expliquer ces orbites qui ne sont pas circulaires. Donc, la plupart du temps, on considère que c'est toujours le même modèle, mais simplement on essaye de voir quels sont les effets qui ont agi après, soit dans le disque de gaz, soit avec les planétésimaux, et qui ont changé la forme des orbites. Alors, dans le futur, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que ces systèmes ont vocation à être absolument coplanaires, ou est-ce qu'ils pourraient être à 3 dimensions? Est-ce que les orbites doivent nécessairement être coplanaires? C'était l'objet de mon doctorat, où j'ai montré qu'en fait, des systèmes qui sont fortement inclinés, donc avec des inclinaisons mutuelles entre les planètes de 30, 40 ou 50 degrés, pouvaient tout à fait être stables. Ils peuvent exister sur le très long terme. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils peuvent exister qu'ils existent, mais en tout cas, point de vue mathématique du problème des N-corps, il n'y a pas... il y a des zones plus favorables, des paramètres plus favorables, des paramètres moins favorables, mais il n'y a rien qui en empêche. Et la première confirmation observationnelle d'un tel système a été donnée quelques années plus tard pour Upsilon Andromède, qui est le premier système multiplanétaire détecté, où 2 planètes ont une inclinaison orbitale entre leurs plans, une inclinaison mutuelle entre leurs plans orbitaux de 30 degrés. Donc apparemment, ça pourrait exister. De là à savoir si c'est un cas, enfin une exception ou une règle générale, on est beaucoup trop tôt, on n'en sait rien. Et de même, on travaille activement sur les scénarios de formation de tels systèmes pour se demander si oui ou non, il est possible de jouer en 3 dimensions plutôt qu'en 2 dimensions. Est-ce qu'on est à nouveau une exception en tant que système solaire de dimension ou pas? Alors, venons-en maintenant à la question de la vie. Est-ce que ces nouveaux mondes abritent de la vie? Premièrement, il faut définir la vie extraterrestre. La vie extraterrestre, mais la définition classique finalement, c'est la vie terrestre. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'on connaît le mieux, d'une part, et qu'elle, dans sa forme la plus simple, se base sur le carbone, l'eau liquide, l'apport du soleil, et si tout s'est bien mis en place, ça peut créer la vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une équation très très simplifiée. Ça tombe bien aussi, puisque si on regarde notre forme de vie, Valérie vous a présenté les biosignatures, et ce sont des biosignatures qui sont assez facilement détectables, qui sont en tout cas propres à la vie, au mécanisme continu de la vie, et donc on peut se dire, autant détecter déjà ce qu'on connaît. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un premier choix. On choisit la vie terrestre. Ensuite, il faut définir la zone d'habitabilité. Donc à nouveau, il va falloir faire un choix.
Donc la définition classiquement admise, c'est une région dans laquelle l'eau liquide peut persister à la surface d'une planète pendant une durée minimale compatible avec l'apparition de la vie. Donc ça, cette habitabilité, c'est ce qu'on appelle une habitabilité de surface. On vérifie juste si en surface, il y a assez d'eau pendant assez longtemps. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau sur une planète qu'il y a nécessairement de la vie sur cette planète. Il n'y avait peut-être pas assez de nutriments, ou il n'y avait pas assez de constituants de la vie sur cette planète que pour pouvoir créer. Donc c'est vraiment le but de l'exobiologie. C'est la science qui va essayer d'étudier les possibilités d'existence de vie en dehors de la Terre. Et cette science, par sa définition, est multidisciplinaire. Ce n'est qu'en collaborant les uns les autres, astronomes, biologistes, chimistes, physiciens, géologues, qu'on arrivera petit à petit tous ensemble à répondre à cette question. Et chacun évidemment a son point de vue personnel de formation, et donc ma formation, dans ce que je vais vous présenter à la suite, c'est le côté astronomique, mécanique céleste. D'accord ? Évidemment, vous avez vu d'autres exposés dans les cours précédents qui ont pris d'autres points de vue, et c'est vraiment confronter tous ces points de vue qui est vraiment l'essence même de l'exobiologie. Alors, Valérie vous a expliqué le concept de zone habitable, c'est-à-dire être à la bonne distance pour recevoir la bonne luminosité à un moment donné. Et donc ça, c'est une condition parmi d'autres, c'est pas suffisant, c'est pas parce qu'on a la bonne luminosité que tout va se passer comme sur la Terre. Donc tous les modèles de calcul des limites de la zone habitable se basent sur une planète qui est géologiquement active, comme la Terre, avec un cycle du carbone. Pourquoi ? Parce que le cycle du carbone va non seulement stabiliser la température de surface de la planète, mais également la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. Donc, ce cycle du carbone est vraiment favorable et est intrinsèquement lié à l'existence de la vie. Mais donc, tout ce qu'on va faire dans la suite est à nouveau basé sur cette formulation-là. Et il est évident qu'on pourrait considérer d'autres formes de vie avec d'autres chimies. Et si on fait cette expérience sur le système solaire, on pourrait montrer que les limites communément admises pour la zone habitable, avec les conditions que j'ai prises jusqu'à présent, c'est de 0,95 à 1,67. Unité astronomique. Ce qui veut dire que 2 planètes se trouvent actuellement dans la zone habitable, mais une seule est habitée. Comme le premier cours du cycle vous a montré, donc Véronique Dehan vous a bien expliqué la différence entre Mercure et Mars, entre Vénus et Mars. D'une part, pour résumer vraiment très grossièrement, Vénus était proche de l'étoile, donc possédait de la vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau a provoqué avec le CO2 un emballement de l'effet de serre et une température qui serait proche des 470 degrés. Tandis que Mars, elle aurait une gravité plus faible, donc une atmosphère plus faible, qui n'aurait pas été favorable à l'existence de l'eau liquide, mais plutôt à de l'eau sous forme de la glace, puisqu'il y fait moins 63 degrés. Donc, même dans la zone habitable, toutes les planètes ne sont pas habitées. Et il faut à nouveau certaines conditions. Et donc on va prendre cette planète-ci, et donc dire qu'elle fait partie de la zone immédiate, ça veut dire que si on prend cette planète-ci et qu'on la déplace tout le long de la zone d'habitabilité et qu'on met assez de CO2 dans l'atmosphère et assez de tout ce qu'il faut pour que le climat puisse continuer d'exister, on peut trouver une solution à ce problème qui soit habitable. Donc c'est ça l'idée de zone habitable. Ça veut dire que dans les mêmes conditions de la Terre et avec un petit peu plus de ce qu'il faut là où il faut, on arrive à la maintenir habitable. Mais évidemment, jusque-là, je n'ai pris que le cycle du carbone et une atmosphère assez simple. Mais chaque effet que vous voyez sur la Terre doit être analysé, voir si elles ont des impacts, voir si ces effets-là ont des impacts sur l'existence de la vie. Notamment, par exemple, si on rajoute des nuages de CO2, c'est une étude qui a été réalisée par Frank Ceslicis, on peut remarquer que la zone habitable 0,95 à 1,67, si on prend des nuages qui couvrent 50% de la planète ou des nuages qui couvrent 100% de la planète, mais petit à petit, la zone habitable, elle augmente, puisqu'ils vont avoir un effet qui, combiné à tout le cycle chimique, tout le cycle de carbone de la planète, pourra permettre d'augmenter la zone d'habitabilité. Donc, ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est que ce sont des limites qui sont chaque fois liées à certaines conditions et il faut voir jusqu'où ces conditions peuvent aller si on change un élément ou un autre facteur. Donc actuellement, on n'est pas du tout capable, on ne connaît pas l'image entière et c'est justement en collaborant les uns avec les autres qu'on aura une image plus précise. Ce résultat pour le système solaire peut être extrapolé au système
extrasolaire, où on va classiquement regarder ce qui se passe pour différentes masses de l'étoile. Les plus massives auront une zone habitable, les plus lumineuses auront une zone habitable plus éloignée, et des étoiles moins massives auront une zone d'habitabilité plus proche. Et à nouveau, il faut faire attention que lorsqu'on considère des étoiles qui sont presque de moins en moins massives, il y a un moment, cette ligne-là qui représente le fait d'être en rotation synchrone ou dans une rotation spin-orbite, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement particulier. Donc il y a toujours ce fait que ces planètes-là peuvent ou non être dans cette configuration qui n'est pas non plus favorable au climat. Donc il faut toujours... C'est plus facile à observer, mais parfois on est dans la zone de cette rotation synchrone qui n'est pas favorable à notre forme de vie. Et ce qui nous intéresse, et c'est ce que représente en réalité ce diagramme, ce n'est pas la zone habitable, mais c'est la zone continuellement habitable. C'est-à-dire qu'on veut que cette zone reste habitable pendant un temps t qui soit très important, de l'ordre du milliard d'années ou de 4 milliards d'années, enfin, ça dépend du temps que vous voulez considérer, mais donc qui reste habitable au cours du temps, pour pas que la vie ne puisse plus y rester et s'y pérenniser. C'est pour ça, par exemple, que si on regarde il y a 4 milliards d'années, le Soleil avait 70% de sa luminosité actuelle, et donc la zone habitable, elle était plus proche du Soleil. Et Vénus en faisait tout à fait partie. Mais lorsqu'on regarde la zone continuellement habitable, Vénus est en fait juste à l'extérieur, ça dépend un petit peu de ce qu'on considère comme référence, puisque la luminosité a augmenté. Donc c'est vraiment cette idée de zone continuellement habitable qui est importante. Alors, est-ce que cette définition est trop restrictive? Bien sûr, parce qu'on ne s'intéresse d'une part qu'à l'habitabilité de surface. Or, on sait bien, et Véronique vous a montré en détail, que dans le système solaire, on cherche de la vie dans les océans souterrains, des satellites, des géantes de Jupiter ou de Saturne, donc dans ce cas-ci d'Europe et d'Encelade. De même, on ne s'intéresse pour l'instant qu'à l'habitabilité planétaire. Mais tous les Jupiters qu'on a découverts jusqu'à présent, même si Jupiter en tant que tel ne représente pas un attrait pour la vie, mais il pourrait posséder des satellites naturels, et peut-être que ces satellites naturels sont des sites intéressants pour la recherche de la vie terrestre lorsque le Jupiter est dans la bonne zone habitable. La définition est évidemment trop minimaliste puisque j'ai pris un point de vue donné, mais j'espère que les cours précédents vous ont bien montré qu'il faut prendre d'autres effets en compte. La présence de la Lune pour stabiliser l'axe de rotation de la Terre, est-ce que si la Lune n'avait pas été là, est-ce qu'on aurait connu le même climat et de surcroît la même forme de vie, etc., etc. Valérie vous a parlé du rôle de Jupiter, puisqu'il a joué en fait un rôle de bouclier pour qu'il n'y ait pas trop de corps qui nous arrivent, enfin qui nous impactent. Donc est-ce que ce rôle est vraiment important ou pas? Est-ce qu'on peut trouver des terres sans Jupiter? Est-ce que le volcanisme et la tectonique, c'était le cours de la semaine dernière, est vraiment vital pour ce genre de questions? Et il est évident que tous ces effets s'entremêlent et qu'il faut réellement, plus on a de conditions favorables, et évidemment mieux ce sera. Alors revenons à l'orbite des planètes, pardon. Donc je vous ai dit que beaucoup d'entre elles avaient des orbites qui sont excentriques. Mais une orbite excentrique, ça veut dire qu'à tout moment, la distance entre la planète et son étoile, mais ce n'est pas la même, elle n'est pas constante. Elle change au cours du temps. Et si on regarde même autour d'une étoile et qu'on définit en vert ici la zone d'habitabilité, peut-être que la planète, pendant une certaine partie du temps, est dans la zone habitable, et après, elle n'y est plus pendant le reste de sa révolution. Sa révolution qui pourrait être, si on prend Jupiter par exemple, c'est 12 ans. Donc pendant un certain moment, je suis dans la bonne zone, et puis pas. Et ma planète, plus je suis loin de l'étoile, plus elle refroidit. Bon, ici on a une planète gelée, mais par exemple, donc d'une certaine façon, elle hiberne. Est-ce que c'est concevable d'avoir une vie qui est fructueuse pendant une partie de son orbite et qui hiberne par la suite? Donc une des réponses, pour le moment évidemment on n'a pas la réponse, mais une des études montrerait que ce qui compte surtout, c'est le flux moyen qu'on reçoit le long de toute l'orbite. Donc si on a un moment très chaud, un moment très froid, il faut faire la moyenne, voir si la vie sur... C'est évidemment très débattu et ce n'est qu'une partie de la réponse. Mais donc, est-ce une limite pour l'existence de la vie terrestre? Alors, une fois que le système planétaire est formé, tout n'est pas réellement fini. Puisqu'il faut aussi vérifier que les planètes qu'on découvre soient dans la zone habitable, donc soit dans la zone habitable, mais que en tout cas la planète soit stable, que son orbite ne soit pas sujette à de trop grandes modifications dans le courant des centaines d'années, des millénaires qui suivent. Pour le petit corps, pour les petits corps du système solaire, vous savez que leur orbite peut être dramatique.
Donc c'est notamment le cas du bombardement tardif de la Lune il y a 4 milliards d'années, où il y a encore des impacts sur Mercure et sur la Lune. Vous savez aussi qu'il y a certains cratères de la Terre qui se sont formés il y a seulement 50 000 ans. Donc vous voyez à nouveau le fait que l'histoire continue, qu'on peut encore être continuellement impacté. Dans la ceinture d'astéroïdes, vous savez peut-être qu'il y a ce qu'on appelle les Kirkwood Gaps, c'est-à-dire certains emplacements de la ceinture où il n'y a pas de petits corps, puisque Jupiter est tellement actif dans ces régions-là que si un petit corps, si un astéroïde tombe dans cette région, il est directement envoyé dans une autre partie du système solaire. Donc il empêche un corps de se former, ou en tout cas une agglomération d'astéroïdes à ces endroits-là. Donc c'est pour vous montrer que les petits corps, il y a encore de la vie, il se passe encore des choses sur notre système solaire. Et qui ont un lien d'ailleurs avec la vie sur Terre, puisque lorsqu'on considère la dernière mission qu'on a dans Philéa, qui a exploré la comète Chury, on essaye de comprendre un petit peu l'origine de la vie en utilisant les comètes. Donc il y a encore des choses à chercher de ce côté-là. Alors, ça c'était pour les petits corps. Mais qu'en est-il des gros corps? Qu'en est-il des planètes? Est-ce que les planètes évoluent au cours du temps dans le système solaire ou elles sont fixées une fois pour toutes? En réalité, lorsque vous avez plusieurs planètes dans un même système, leur excentricité va varier au cours du temps. Donc ici, ça c'est une intégration obtenue par Jacques Lascar sur 3 millions d'années dans le passé et dans le futur. Ça, vous voyez le mouvement d'excentricité au cours du temps, l'évolution de l'excentricité. Donc notre excentricité varie, mais vous voyez que la valeur maximale, c'est 0,06. Donc elle reste toujours quasi circulaire. Elle va varier un petit peu, mais assez sagement, et on ne s'en rend pas compte. Et c'est justement l'objet de la mécanique céleste, c'est d'étudier l'évolution des corps célestes à long terme et leur stabilité. Alors, même si tous ces petits corps ont de faibles mouvements, les uns par rapport aux autres, donc des petites variations d'excentricité, du fait qu'il y en a plusieurs dans le même système, ces petites variations, combinées les unes avec les autres, peuvent former ce qu'on appelle une évolution chaotique du système. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on ne saura plus prédire le futur du système. Les planètes vont toutes évoluer les unes par rapport aux autres, et puis à partir d'un moment, on ne saura pas ce qui va se passer après. On ne peut pas prédire la suite. Et il pourrait même y avoir des événements catastrophiques, comme des collisions entre planètes, une éjection d'une planète en dehors du système solaire, etc. etc. Ah oui, mais qu'en est-il du système solaire? Sommes-nous dans ces conditions-là? Est-ce que l'évolution du système solaire est complètement prévisible sur des temps réellement très très longs? Et la réponse fut apportée grâce aux simulations numériques de Jacques Lascar, dont je viens de vous parler, pour montrer que le système solaire a effectivement une évolution chaotique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus prédire la position des planètes pour l'avenir, pour le futur. Mais ne vous alarmez pas, cette déstabilisation de la configuration actuelle n'aura lieu que dans 5 milliards d'années. D'ici là, l'étoile aura déjà changé, donc il y a d'autres choses plus urgentes à régler. Mais en tout cas, pour 5 milliards d'années, il n'y aura pas de variations sensibles qui font qu'on n'arrivera pas à prédire l'état suivant du système. Mais on est quand même dans un système chaotique. Donc c'est quand même, conceptuellement, il faut quand même s'en rendre compte. Mais heureusement, sur 5 milliards d'années. Alors, je vous ai dit que pour les planètes, oui, elles effectuaient des petits mouvements en excentricité au cours du temps. Là, j'ai montré la Terre, notre système solaire. Système qui, à la base, n'est pas très excentrique et qui ne comporte pas des planètes très très massives. Le maximum, c'est Jupiter. Mais lorsqu'on considère des systèmes avec 2 Jupiters comme le système Andromède, les évolutions à long terme des excentricités, elles peuvent aller de 0 à 0,3. Et là, c'est vraiment typiquement les orbites qui, en 8000 ans, passent d'une orbite circulaire à une orbite elliptique. Une orbite circulaire, une orbite elliptique. Et qu'est-ce qu'il en est pour la forme de vie? Déjà que sur une orbite elliptique, on se pose la question, mais imaginez qu'en plus, au cours du temps, votre orbite, elle change, elle varie. Donc là, à nouveau, est-ce que la vie peut s'adapter à un tel changement incessant? Ou non? Ou une autre forme de vie, etc., etc., etc. Et enfin, il me faut terminer par les systèmes binaires. Donc, puisqu'on sait que la moitié des planètes du système solaire sont dans un système binaire, c'est-à-dire que ce sont 2 étoiles qui sont proches l'une de l'autre et qui varient autour du barycentre commun des 2 étoiles. Donc c'est quand même une étoile sur 2. Et déjà, grâce à Star Wars,
Skywalker, la famille Skywalker, était originaire de Tatooine, qui était une planète en révolution autour de 2 soleils. Il y avait Tattoo 1 et Tattoo 2, je ne sais pas lequel est lequel, mais en tout cas autour de Tattoo 1 et de Tattoo 2. Et la réalité a réellement rejoint la fiction, puisque, on peut voir ça comme la réalité rejoint la fiction, ou la fiction a rejoint la réalité, comme vous voulez, on a effectivement observé la première Tatooine, Kepler 16, dans les années qui précèdent, et on a été encore plus fort en observant Kepler 47, où une des planètes est même dans la zone habitable de cette étoile double. Alors ça, c'est une configuration bien précise. Vous remarquez que la planète tourne autour des 2 étoiles qui sont au centre. Grosso modo, on pourrait imaginer que les 2 étoiles au centre forment une plus grosse. Grosso modo, si on n'est pas trop près, c'est plus ou moins la vue qu'on a. Mais il existe des systèmes binaires qui sont différents et qui sont bien plus comiques, dans le sens où, ici, donc, vous avez votre première étoile et vous avez votre deuxième étoile, qui tourne autour du barycentre commun du système, le point bleu. Eh bien, il se pourrait que l'étoile, au lieu de, comme précédemment, de la planète, au lieu de, comme précédemment, tourner autour des 2 étoiles, la planète ne tournerait qu'autour d'une seule des 2 étoiles. Et dans ce cas-là, bon, effectivement, si vous avez une telle séparation entre les 2 étoiles, oui, la planète voit un autre compagnon très très loin, mais n'est pas très influencée. Maintenant, il existe des séparations qui sont moins importantes que celles-là entre les 2 étoiles. Donc plus votre deuxième étoile va être proche de sa première, plus l'orbite de l'étoile va être proche de l'orbite de la planète. Et là, plus les orbites vont être proches, plus il y aura d'interactions gravitationnelles, et plus les variations en excentricité vont à nouveau être importantes sur ces planètes. Donc c'est pour vous montrer que les configurations, une fois qu'on a détecté à un temps donné une planète avec des conditions initiales, en réalité, toute l'histoire n'est pas finie. Il faut imaginer que ces planètes bougent au cours du temps, que les orbites, donc non seulement elles bougent sur leur orbite, mais en plus leur orbite bouge au cours du temps. Donc, toutes ces choses-là sont réellement à prendre en compte, et j'espère vous avoir montré que la recherche de vie sur les planètes extrasolaires, mais c'est avant tout un sujet qui est multidisciplinaire. Même si je vous ai fortement développé le point de vue de la mécanique céleste dans l'habitabilité, il faut considérer les autres points de vue, les points de vue de l'astronomie observationnelle, de la physique, de la biologie, de la chimie, de la géologie, et mélanger tout ça ensemble. Et jusqu'à présent, à chaque découverte qui a émergé des observations, à chaque découverte, finalement, elle apportait beaucoup plus de questions que de réponses, et souvent beaucoup plus de choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc c'est des questions supplémentaires, avec des solutions supplémentaires qui, entre elles, se contredisent, etc. Donc ce n'est vraiment pas... C'est vraiment une science qui est vraiment la plus jeune science, on est vraiment dans les prémices de cette science, et qui va nous occuper pendant des centaines d'années. Ce sont vraiment des questions existentielles vraiment de grande envergure. Et donc ce qui me fait dire que dans l'avenir, on a sûrement encore beaucoup de choses à découvrir, et notamment, je vous ai parlé des systèmes dont les plans orbitaux ne seraient pas coplanaires. Pourquoi pas? Et donc, non seulement on a beaucoup de choses à découvrir, mais on a aussi surtout beaucoup de choses à comprendre. Merci de votre attention.